Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la maintenance matérielle. Le but de cette vidéo est très simple. Je vais démonter un PC de marque Dell de A à Z. Et par cette occasion, je vais en profiter pour expliquer les différents composants internes d'un PC portable. Voilà. Je rappelle qu'ici, on va se concentrer uniquement sur un PC portable. Par exemple, je vais expliquer les différents types de disques durs qui existent. Sûrement, vous avez dû entendre, par exemple, on parle souvent de SSD, HDD et autres. C'est quoi toutes ces catégories de disques? Je vais expliquer tout cela. Par la même occasion, je vais parler des catégories de RAM. Je vais parler des catégories des processeurs. Et dans cette même lancée, en fait, je vais expliquer les différents composants d'un PC portable, la pile CMOS et tout cela. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le tutoriel. Ici nous avons en fait le PC qu'on va démonter. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est un PC de marque Dell. Là, je vais essayer de vous montrer. Le PC fonctionne très bien. Là, j'essaye d'allumer juste pour que vous voyez. Car après nous avoir démonté le PC, le but c'est de remonter ce PC et réallumer que tout fonctionne normalement. Voilà, là j'ai éteint le PC. L'étape numéro 1 consiste à retirer la batterie. Très important. Il est conseillé de ne jamais retirer par exemple une RAM ou bien un disque dur de la machine sans avoir retiré la batterie. Cela peut causer, vous pouvez avoir un court-circuit en fait quoi. Voilà. Pour retirer la batterie, c'est très simple. Vous allez voir là, il y a les loquets, on appelle les loquets de verrouillage. C'est ce truc-ci. Vous devez déplacer les loquets de verrouillage. Voilà, pour pouvoir libérer la batterie et le retirer facilement. Ok, là, on va ouvrir le derrière du PC. Voilà, je rappelle que tous les laptops ne sont pas pareils. Ici, là, je prends exemple avec le PC que j'ai. Ok, là, je retire les vis. Je suis en train de démonter mon PC. Là, je retire la vis du lecteur CD. Voilà, je viens de retirer mon disque. Voilà, un disque est tout simplement un périphérique de stockage qui va permettre de stocker les données numériques de façon permanente. Voilà, comment est-ce que ces données sont stockées dans le disque? Là, il y a deux façons. Il y a la façon magnétique et il y a la façon électronique. D'où viennent les deux catégories de disques? Voilà, nous avons le SSD et le HDD. Le SSD, lui, stocke les données en fait de façon électronique et le HDD, lui, stocke de façon magnétique. Voilà pourquoi vous allez voir avec un HDD vraiment, c'est très lent d'accéder aux données. Voilà, parce qu'il y a un ensemble d'opérations qui doit se passer avec la tête de lecture et autres. Or, avec le SSD, vraiment, c'est très rapide. Voilà, je ne vais pas entrer en détail là-dessus. J'essaie juste de vous présenter ces différents disques, voilà, de façon très simple. On a parlé de deux types de disques durs, SSD et HDD. Là, je vais vous montrer comment cela est présenté. Voilà, je vais commencer avec les HDD. Voilà. Il faut déjà comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le format de disque et l'interface de disque. Voilà. Généralement, les HDD, en fait, l'interface utilisée est le SATA. Mais maintenant, en termes de format, nous avons différentes tailles. Quand je parle de format ici, en fait, je parle des tailles. Je commence par exemple, nous avons le format 3.5.
Voilà, 3,5 quoi. Voilà. 3,5 en fait ici là, comme vous pouvez voir sur l'image, généralement c'est voici en fait la taille. Elle est généralement utilisée dans les ordinateurs desktop. Voilà, on va passer au prochain format qui est le 2,5. 2,5 en fait c'est exactement comme ce que j'ai retiré dans mon PC. Vous voyez, bon là c'est un HDD interface SATA. Voilà, et le format c'est 2,5. Bon, 2,5 c'est en fait cette taille ici. Maintenant on va passer au SSD. Bon, avant de passer au prochain format, je vais vous faire comprendre qu'il y a aussi les SSD, voilà, qui ont le format 2,5. Vous voyez là, ça veut dire en fait que la taille est exactement comme celle d'un HDD 2,5, mais c'est un SSD. Voilà la différence. Généralement, vous allez voir SSD, le HDD en fait pèse plus comparé au SSD, voilà. Et il n'y a pas qu'en termes de poids, il y a aussi en termes de prix. SSD coûte plus cher que les HDD. Voilà. Bon, l'avantage avec le format 2,5 pouces du SSD est en fait qu'on peut remplacer facilement un HDD de notre PC. Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un port 1.2, voilà, pour pouvoir mettre un SSD avec. Bon, je vais vous présenter le 1.2 devant. Bon, j'essaie tout simplement de vous faire comprendre qu'avec un disque dur HDD 2.5 pouces, vous pouvez juste facilement remplacer cela avec un SSD de taille 2.5 pouces. Voilà. Et vous allez vraiment voir la différence en termes de rapidité. Voilà. Ici, nous avons le format 1.2. Voilà. Il faut déjà noter en fait que le format 1.2 est uniquement pour les SSD. Vous voyez, quand il parle du format 1.2, je parle en termes de taille. Vous pouvez bien regarder les images. Vous allez en fait voir que la taille est complètement différente des HDD que j'ai présentés. Parce qu'au niveau des HDD, en fait, là-bas, on a 2,5 pouces, on a 3,5 pouces. Voilà. Maintenant, j'ai aussi présenté, en fait, précédemment que nous avons des SSD avec les tailles 2,5 pouces. Vous voyez. Voilà. Maintenant, regardez très bien l'interface du 1.2 que je suis en train de vous montrer. L'interface ici, c'est SATA. Vous voyez. C'est tout simplement pour vous faire comprendre que nous avons des SSD SATA en taille 1.2. Vous voyez. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de différence entre, par exemple, un SSD 1.2 interface SATA et un SSD 2,5 pouces. Voilà. Puisque lui aussi c'est l'interface SATA, il n'y a pas de différence. La seule différence en fait c'est les ports. C'est tout simplement pour dire en fait que si par exemple vous avez un PC et vous n'avez pas d'interface 1.2, voilà, vous pouvez utiliser un SSD 1.2. Là, il n'y a pas de souci. Vous allez tout simplement prendre un 2,5 pouces SSD. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Maintenant, prochain remarque à faire, c'est au niveau du détrompeur. Voilà, vous allez voir là sur le SSD, au niveau des ports. Voilà, vous allez voir là, il y a des petits trous. Vous allez voir, il y a deux trous en fait. Ces trous, on appelle ça les détrompeurs. Voilà, parce que je vais vous présenter un autre SSD en fait, toujours de taille 1.2, mais l'interface là-bas, ce n'est plus le SATA. Vous voyez. Et pour faire la différence entre ces interfaces, c'est en regardant tout simplement ce détrompeur. Si vous regardez pour le 1.2 SATA, vous allez voir que le détrompeur, nous avons deux détrompeurs. Voilà, au niveau des bouts là, nous avons deux. Maintenant, lorsque je vais vous présenter pour 1.2, je vais vous présenter une autre interface, vous allez en fait voir la différence. Comme ça, lorsque vous allez vouloir acheter un SSD 1.2, au moins vous pouvez déjà faire la différence si c'est un SATA que vous voulez ou bien si c'est un NVMe. Bon, ce que je vais présenter dans le slide qui va suivre. Voilà, bon, c'est très important de noter cela ici. Voilà, bon, j'ai aussi jugé de vous montrer ceci quand même. Voilà. Bon, il y a des PC en fait qui ont des interfaces pour le 1.2 SATA. Voilà. Et en même temps, ils ont aussi le 2,5 pouces pour le HDD. Voilà. Maintenant, si vous voulez peut-être pas utiliser un HDD dans votre PC, c'est possible d'utiliser uniquement les SSD. Vous voyez. Et que par exemple, vous ne voulez pas payer un 2,5 pouces SATA. Voilà. Vous pouvez toujours avoir votre 1.2 SSD SATA. Et là, vous allez voir, il y a ce boîtier ici là. Si vous regardez sur l'image, vous voyez, vous pouvez tout simplement insérer votre 1.2 SATA là et ensuite connecter sur le port, voilà, du 2,5 pouces, voilà, du HDD. Vous voyez un peu.
Voilà. Maintenant, vous allez voir, il y a un autre boîtier, en fait, même qui permet, en fait, de connecter deux 1.2 SATA. Vous voyez. Voilà. Lorsque vous connectez deux 1.2 SATA, par exemple, 256 Go, 256 Go 2, et après cela, vous voyez, vous avez assez de mémoire, quoi. Voilà. Vous connectez maintenant sur l'interface du HDD. Voilà. Voilà, là, vous allez remarquer qu'on a le 1.2, mais cette fois-ci, l'interface est NVMe. Voilà, les NVMe, en fait, sont les disques durs SSD les plus rapides qui existent sur le marché. Elle est supportée uniquement par les PC à partir de 10e génération, 11e génération et autres. Vous n'allez jamais voir un PC 3e, 4e ou bien 5e génération avec une interface NVMe pour un SSD NVMe. Non, vous n'allez pas voir cela. Voilà. Comme je disais tantôt, si vous regardez l'interface du 1.2 NVMe, vous allez voir là, nous avons un seul détrompeur. Vous voyez. Bon, lorsque vous allez acheter un SSD, voilà en fait comment vous pouvez regarder cela. Avec un SSD NVMe, voilà, il n'y a pas d'adaptateur en fait pour le NVMe. Oui. Vous voyez par exemple avec le 1.2 SATA, il y avait les adaptateurs. Voilà, les adaptateurs pour les interfaces du HDD en fait, qu'on pouvait mettre du SSD 1.2 là et connecter. Voilà, avec NVMe, il n'y a pas cela. Rappelez-vous déjà que j'ai précisé que NVMe était utilisé dans les ordinateurs 10e génération en montant. Bon, je viens de retirer la RAM dans mon PC. Voilà, la RAM, encore appelée mémoire vive. Bon, déjà, c'est quoi une RAM? Très important de connaître cela. Bon, la RAM, en fait, est une mémoire qui est utilisée pour stocker les données de façon temporaire. Voilà. Maintenant, plus loin dans le tuto, je vais vous parler du processeur et les différents types de processeurs. Le processeur, en fait, lorsqu'il va exécuter une instruction, il va prendre cette instruction, en fait, dans la RAM. Puisque en fait la RAM c'est une mémoire qui est aussi très rapide comparée au disque dur. C'est-à-dire que le temps de réponse au niveau de la RAM est plus rapide comparé au temps de réponse au niveau du disque dur. Voilà pourquoi le processeur ne peut pas prendre les données directement au niveau du disque dur. Il prend les données dans la RAM. Et maintenant, la plupart des données dans la RAM sont les données en fait qui sont en cours d'exécution. Par exemple, lorsque vous voulez jouer une musique, vous allez voir la musique, par exemple, est déplacée du disque dur vers la RAM. Voilà. Et voilà pourquoi, et c'est de là, en fait, que le processeur récupère pour pouvoir jouer la musique, quoi. Vous écoutez la musique. Mais lorsque, par exemple, on coupe l'électricité, vous allez, en fait, voir que vous ne pouvez plus rien écouter. Tout simplement parce que la RAM, lui, stocke, en fait, les données de façon temporaire et non permanente. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'électricité, en fait, toutes les données qui étaient dans la RAM est perdues. C'est en fait ça, la définition déjà de la RAM. Maintenant, il y en a deux types de RAM. Il y a ce qu'on appelle les RAM statiques, static RAM, et les RAM dynamiques. Voilà. Bon, les barrettes de RAM, en fait, que vous voyez dans vos PC, ce qu'on appelle des RAM dynamiques. Bon, ici, je vais pas parler des RAM statiques. Voilà. Comme je dis, en fait, c'est tout un coup, quoi. Voilà. On va juste parler des RAM dynamiques pour que vous compreniez, en fait, les différentes barrettes que vous retrouvez souvent à l'intérieur de vos différents PC. On a deux types de barrettes de RAM. On a les barrettes qui ont le format JIM et les barrettes qui ont le format SODIMM. Bon, le format JIM, en fait, c'est pour les PC desktop, voilà. Et le format SODIMM, c'est pour les PC laptop. C'est-à-dire que deux fois, lorsque vous allez acheter votre barrette de RAM pour les laptops, vous pouvez vérifier. Il y a deux fois, c'est écrit là, SODIMM. Voilà, là on va un peu voir les générations en fait des différentes barrettes. Voilà, on a DDR, DDR2, DDR3, DDR4 et DDR5. Voilà. Bon, en fait, la différence entre ces différentes générations, c'est plus au niveau de la fréquence. On parle de la fréquence, le nombre d'instructions qui peut exécuter par seconde. Voilà, la consommation d'énergie aussi. Voilà. Voilà pourquoi on peut pas directement, on peut pas prendre n'importe quelle RAM et mettre dans n'importe quel PC. Non, en fait, il y a plusieurs choses qu'on regarde. Voilà. Il y a la consommation d'énergie, il y a aussi la capacité. Par exemple, je prends l'exemple avec un DDR3. Il n'y a pas une barrette DDR3 peut-être de 64 Go. Non, cela n'existait pas. DDR3,
max giga là-bas, c'est 16 en fait. Vous voyez, bon, en fonction des différentes générations aussi de barrettes, là, il y a aussi une capacité max, voilà, pour une barrette. Voilà, et aussi en termes de latence en fait. Bon, ce sont différents trucs là en fait qui fait la différence entre les différentes générations. Voilà. Maintenant, au niveau, si vous regardez très bien les images, vous pouvez voir la différence. Regardez au niveau des détrompeurs. Vous allez peut-être voir, regardez la position du détrompeur au niveau du DDR2. Vous allez voir DDR3 c'est différent, DDR4 c'est différent et DDR5 c'est différent. Vous voyez. Voici en fait comment on fait pour reconnaître cela. Bon, il faudrait penser lorsque vous voulez acheter une RAM déjà. Voilà pourquoi je vais, dans le slide qui va suivre, en fait, vous présenter en fait les générations supportées par différents types de barrettes de RAM. Vous voyez, comme ça, en fonction de la génération de votre PC, vous pouvez déjà connaître quelle barrette est supportée. Voilà. Mais dans tous les cas aussi, vous pouvez acheter une barrette, vous vérifiez tout simplement le décrompeur, voilà, au niveau de votre PC, au niveau de la barrette, pour voir si cela est compatible. Là, vous pouvez par exemple regarder, DDR3 est supporté par les PC de première, quatrième génération. Voilà. DDR4 est supporté cinquième génération, voilà, sixième et jusqu'à la 11e en fait. DDR5 en fait c'est à partir de 12e génération. Vous voyez en fait que c'est des très très grands PC. Voilà. Vous voyez en fait que pour quelqu'un qui a un PC par exemple DDR5 de RAM et un peut-être disque dur SSD NVMe, vous voyez que cette personne a vraiment une machine très puissante. Mais c'est pas tous les caractéristiques, il y a d'autres choses en fait à regarder. Voilà, on verra cela. Voilà, bon, j'ai aussi pensé que ceci peut aider. Voilà, bon, entre les différentes générations de RAM, qu'est-ce qui varie? Voilà, vous pouvez consulter ceci. Nous avons la consommation d'énergie, la capacité, la latence, la fréquence. Voilà, bon, on va continuer avec le tutoriel. Bon, là, je viens de retirer ce qu'on appelle une carte Wi-Fi. Voilà, une carte Wi-Fi, c'est tout simplement un périphérique qui permet à un ordinateur de se connecter à Internet via Wi-Fi. Parce que je rappelle qu'on peut toujours se connecter à Internet en utilisant plutôt un câble Ethernet. Et pour cela, il y a une autre carte réseau dédiée pour ça. Voilà, une carte réseau Ethernet. Voilà, c'est une carte réseau sans fil. La carte Wi-Fi, en fait, sont les cartes réseau sans fil. Voilà. Bon, là, je vais vous présenter type de carte réseau Wi-Fi qui existe. Comme ça, le jour en fait où votre PC a un problème et vous voulez peut-être acheter une carte Wi-Fi, au moins vous connaissez déjà les différents types de cartes Wi-Fi et là ça devient facile pour vous. Voilà, bon ici là nous avons les différents types de cartes Wi-Fi. Voilà, là j'ai listé 4. Bon, en première position nous avons la carte PCI, voilà, interne. Bon, lorsque je mets interne, c'est pour dire que ce sont les cartes Wi-Fi internes, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ordinateur, puisqu'il y a d'autres cartes Wi-Fi externes, un peu comme une clé dont on branche et ça joue le rôle. Bien, en fait, il y a d'autres cartes externes. Là, je n'ai pas tout précisé. Par exemple, pour le premier, carte PCI utilisée pour les ordinateurs bureau. Bon, ordinateur bureau, en fait, on parle des desktops. Voilà, et vous allez plus retrouver cela dans les desktops un peu récents. Parce que la plupart des anciens desktops, en fait, que vous allez voir, il n'y a pas une carte Wi-Fi intégrée. En fait, la seule carte réseau qui existe là, c'est juste une carte Ethernet. Voilà pourquoi on utilise le câble Ethernet pour se connecter. Si vous avez besoin de vous connecter par Wi-Fi, là vous allez acheter une clé Wi-Fi ou bien une carte Wi-Fi. Voilà, il y a les clés Wi-Fi et les cartes Wi-Fi externes qu'on achète et là on va juste brancher pour pouvoir se connecter par Wi-Fi. Ça c'est lorsqu'on utilise un desktop, en fait des anciens desktops qui n'ont pas de carte interne PCI. Voilà, comme carte réseau. Maintenant, en deuxième position, nous avons la clé USB. Voilà, comme il dit la clé USB. Ça, c'est lorsque, par exemple, votre carte réseau interne est défectueuse. Voilà. Par exemple, si vous avez un laptop et votre carte Wi-Fi ne fonctionne pas, vous pouvez acheter une clé USB Wi-Fi. Voilà. Ou bien changer tout simplement la carte Wi-Fi. Voilà. Le 3, nous avons maintenant la carte M.2 Wi-Fi. Voilà. Et en quatrième position, on a la carte mini
PCI. Voilà, il faut bien voir la différence entre ces deux-là parce que le plus souvent, en fait, la carte 1.2 Wi-Fi est utilisée. En fait, c'est utilisé dans les PC récents, c'est-à-dire que les PC 12e génération, 10e génération, 11e génération. Pourquoi? Parce que la carte 1.2 Wi-Fi supporte en fait ce qu'on appelle le Wi-Fi 6. Vous voyez? Voilà, le Wi-Fi 6 c'est vraiment un réseau, en fait, un réseau très évolué, voilà, qui supporte les réalités virtuelles, tous ces grands trucs-là. Voilà. Maintenant, la plupart des PC en fait de 3e, 4e génération, 5e utilisent ce qu'on appelle les cartes mini PCI. Vous voyez, carte mini PCI. Par exemple, la carte que moi je viens de retirer dans mon PC, c'est une carte mini PCI. Vous voyez. Là maintenant, essayez juste de regarder les détrompeurs. La différence peut-être entre la carte, parce que là j'ai mis deux images pour la carte 1.2 et la carte mini PCI. Voilà. Les deux c'est pour les laptops en fait. Voilà. C'est juste que l'autre est une carte utilisée dans les PC récents et l'autre est utilisée dans les PC un peu plus anciens. Bon, je parle des 3e, 4e, 5e génération et tout cela. Vous voyez, regardez tout simplement au niveau du détrompeur. Là, il pense que vous allez voir la différence entre les deux. Ce qui fait en sorte que lorsque vous voulez acheter en fait votre carte Wi-Fi, voilà, vous pouvez vérifier tout cela. Par exemple, la carte 1.2, vous allez voir là, il y a deux détrompeurs. Or, sur la carte mini PC, il y a juste un seul détrompeur. Vous voyez exactement comme ce que j'ai retiré dans mon PC. Bon, c'est un peu ça la différence, voilà. La carte mini PCI, en fait, il supporte le Wi-Fi 1, le Wi-Fi 4 et Wi-Fi 5. Voilà, il supporte pas le Wi-Fi, il supporte pas le Wi-Fi. Ça veut dire qu'on peut pas utiliser cela dans un réseau Wi-Fi 6. Voilà. Voilà. Bon, si vous voulez bien comprendre les réseaux Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 et autres, voilà, je ferai une vidéo pour cela. Bon, le but de ce tutoriel, c'est juste que vous voyez un peu la différence entre les cartes réseau interne, car je n'ai même pas tellement parlé des cartes réseau externes. Il y a externe aussi. Bon, là je laisse ce sujet là pour maintenant. Là je continue à dévisser l'ordinateur. Rappelez-vous qu'on n'a pas encore démonté tout le PC. Voilà, à ce niveau vous allez voir, je mets les mains sur le tournevis. C'est tout simplement pour pouvoir retirer les vis facilement, voilà, pour ne pas perdre. Voilà. Et pour ceux qui ont besoin de cette trousse, la trousse à tournevis et autres, voilà, vous pouvez juste me contacter pour cela. Voilà, là on va retirer le clavier. Et je rappelle encore que c'est pas tous les PC qu'on retire le clavier de cette façon. Voilà. Après avoir retiré cette coque, je vais dévisser. Il y a certaines vis qu'il faut retirer. Voilà. Si votre PC est identique au mien, là c'est très facile pour vous d'essayer. Voilà. Bon, là j'ai déconnecté le clavier. Là je déconnecte, je vais vous présenter. Là je déconnecte le bouton d'allumage. Là je déconnecte la souris. Là je déconnecte les ports USB qui sont sur les côtés de l'ordinateur. Là je déconnecte le LED. En fait, rappelez-vous que lorsque votre PC est en charge, il y a des LED là qui signalent souvent en bas. Voilà, c'est ça que j'ai déconnecté. L'étape qui va suivre, j'essaye maintenant d'ouvrir en fait. Voilà, d'ouvrir, puisque j'ai dit on va déplacer complètement le PC. Bon, là je déconnecte le ventilateur. Voilà, je vais donner le rôle de tout ceci. Bon, là je vais déconnecter l'écran. Voilà, j'ai déconnecté. Bon, si un jour vous avez un problème, par exemple votre écran est noir, vous branchez votre PC, il n'y a rien qui s'affiche. Le problème peut être à ce niveau, peut-être le câble, il y a un souci sur le câble, ou bien peut-être que c'est pas bien connecté et autres. Bon,
faut noter cela. Bon, là, je vais démonter le radiateur. Voilà. Déjà, c'est très important de connaître c'est quoi le rôle du radiateur. Le radiateur, en fait, son rôle, en fait, c'est de dissiper, en fait, la chaleur générée par des composants comme le processeur, la carte graphique et d'autres composants. Voilà. S'il n'y a pas le radiateur pour dissiper cette chaleur, voilà. Et le radiateur travaille, en fait, avec le ventilateur parce que le ventilateur, lui, son rôle, en fait, c'est d'évacuer cette chaleur, en fait, voilà. Voilà. C'est-à-dire que le radiateur, lui, il absorbe cette chaleur, il l'envoie dans l'air. Et le radiateur, son rôle, c'est d'évacuer cette chaleur, Et le ventilateur, désolé, son rôle, c'est d'évacuer cette chaleur. Voilà. Bon, ce qu'il faut noter de ce côté. Bon, de ce côté, j'essaye de démonter la carte mère. Voilà. Vous allez voir la carte mère, c'est cette plaque, en fait, que vous voyez là, en bleu, couleur bleue. Puis, d'autres cartes mères, en fait, vous allez voir, ils ont la couleur noire, ou bien il y a d'autres, en fait, avec la couleur vert. Oui, bon, le mien est bleu. Bon, c'est un peu ça. Là, il y a quelques composants encore connectés sur la carte mère. Je vais essayer de déconnecter. Par exemple, là, il y a le circuit de charge. Oui, là, je déconnecte le circuit de charge. Voilà, qui est connecté. Là, j'ai démonté la carte mère. Là, on a le processeur, on a la carte graphique. Là, je vais démonter le processeur. Je rappelle déjà, c'est pas pour tous les ordinateurs en fait qu'on peut démonter le processeur. Vous voyez. Mais le mien, on peut démonter. Voilà. Ce qui veut dire en fait que je peux changer le processeur. Moi, on ne change pas au hasard. Je vais expliquer certaines choses plus tard. Bon, déjà, le processeur, en fait, c'est le processeur d'un laptop, en fait, c'est lui qui est responsable de traiter toutes les instructions de calcul et autres. Voilà. Bon, je vais pas trop entrer en profondeur dans le processeur, bon, puisqu'il y a tellement de choses à connaître. Bon, ça sont des sujets, si vous êtes intéressé, je peux faire un tutoriel. Voilà, bon, ici, on va parler des principaux fabricants, en fait, des processeurs. Voilà. On a l'entreprise Intel. On a Intel, en fait, le plus célèbre, en fait, qui est le premier fabricant, en fait, des processeurs. On a AMD et on a Apple, en fait. Apple, lui, développe les processeurs, en fait, de ces MacBooks. Voilà. Chez Intel, en fait, les différentes catégories de processeurs, en fait, les différentes séries de processeurs, nous avons les Core i3, Core i5, i7, i9 en descendant. Maintenant, chez AMD, en fait, on parle des Ryzen. Voilà. Vous allez voir Ryzen 3, Ryzen 4 et autres. Voilà. Maintenant, regardez aussi très bien ces différences. Maintenant, les processeurs des serveurs sont différents des processeurs des ordinateurs, bureaux et autres. Par exemple, sur Intel, processeur serveur, on a le Xeon. Et chez AMD, on a le EPYC. Voilà. Bon, déjà, pour ce tutoriel, je vais pas trop parler des processeurs AMD. Je vais parler uniquement des processeurs Intel. Voilà. Comme ça, vous allez en fait comprendre lorsqu'on dit Core i3, qu'est-ce que cela signifie, Core i5, Core i7 et Core i9. Ok. Chez Intel, il y a deux séries de processeurs que je n'ai pas mentionné. On a Pentium et on a Celeron. Voilà. Bon, ce sont des processeurs déjà obsolètes, sont plus utilisés. En fait, ils étaient utilisés dans des anciens PC et autres. Voilà. De nos jours, vous allez plutôt entendre parler des Core i3, Core i5, Core i7 à Core i9. Voilà. Bon, avant d'expliquer cette partie, j'aimerais d'abord vous parler en fait de la différence lorsqu'on dit Core i3, Core i4, Core i5. En fait, il faut déjà comprendre que la différence entre les différents corps et en fait, c'est le nombre de cœurs. Le nombre de cœurs, en fait, c'est quoi le cœur d'un processeur? En fait, lorsqu'on dit par exemple qu'un processeur a deux cœurs, ça signifie tout simplement en fait que ce processeur peut exécuter deux instructions simultanément en fait, c'est-à-dire en même temps. Vous voyez, en fait, ça, lorsqu'on dit 4 cœurs, ça veut dire qu'il peut exécuter 4 trucs en même temps, au même moment. Maintenant, lorsqu'on dit un cœur, ça veut peut-être pas dire qu'on peut pas exécuter plusieurs instructions. On peut bien exécuter plusieurs instructions. La seule différence, en fait, c'est que lorsque un processus est chargé en mémoire, il est obligé de s'exécuter une période de temps et après il est remplacé par un autre. Vous voyez, en fait. C'est-à-dire qu'on peut exécuter plusieurs tâches, mais
c'est l'un après l'autre. Ils sont tout simplement remplacés peut-être en termes de priorités et certains trucs. Or, maintenant, lorsque vous avez un processeur, par exemple, 4 cœurs, 5 cœurs, 6 cœurs, vous voyez un peu le nombre de tâches que vous pouvez exécuter simultanément en même temps. Vous voyez, là, votre PC est plus rapide et autres. Voilà pourquoi lorsque vous avez un Core i3, voilà, le nombre de cœurs est inférieur à un Core i5, le nombre de cœurs est inférieur peut-être à un Core i7, et ainsi de suite. Bon, c'est un peu ça qu'il faut comprendre de façon très simple au sujet des cœurs d'un processeur. Voilà, vous pouvez encore faire des recherches pour mieux vous documenter dessus. Maintenant, ici, je vais vous parler des sockets. Voilà, lorsque je démontais, vous avez peut-être vu les sockets. Par exemple, là, voici l'image, vous voyez un peu les sockets. Voilà, j'aimerais vous parler de ceci. Parce que rappelez-vous que il y a des cartes, mais en fait, qui permettent qu'on peut retirer le processeur, comme le mien, en fait. Vous voyez quoi, il peut changer. Mais la question maintenant, est-ce que je peux changer avec n'importe quel processeur? Est-ce que je peux avoir un processeur Core i3 par exemple et je retire, je mets tout simplement un Core i5 comme ça ou bien un Core i7? Non, voilà. Pour cela, il y a des choses qu'on doit vérifier. Première chose déjà, c'est la compatibilité des sockets. Voilà. Voilà les différents sockets. Ici, on a LGA 1156, LGA ceci et autres. Voilà, bon, voici d'abord déjà les différents sockets. Maintenant, ici, j'ai essayé de classer en fonction des différentes générations. Par exemple, les PC première génération, généralement, sont compatibles. Généralement, les types de processeurs compatibles, on a les Pentium, on a les Core i3, Core i5, Core i7. Mais ces Core i3, Core i5, Core i7, en fait, rappelez-vous que c'est pour le socket LGA 1156. Par exemple, si on passe deuxième à troisième génération, voici les différents processeurs supportés, mais pour ce type de socket, vous voyez. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour connaître dans le socket de son truc, de sa carte mère? Bon, c'est vrai qu'une méthode, c'est d'ouvrir son PC, enlever le processeur et vérifier. Une autre méthode, en fait, c'est de se rendre dans paramètres. Par exemple, vous avez un système d'exploitation, vous rendez dans paramètres et vous regardez tout simplement les caractéristiques de votre processeur. Lorsque vous regardez les caractéristiques de votre processeur, si c'est Intel par exemple, Core i3, troisième génération, en fait, il y a souvent des trucs qui est très en fait. Vous récupérez tout cela, vous partez juste sur Google avec ces informations, en fait, on peut vous dire quel socket est compatible. Comme ça, de là, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez trouver peut-être un autre processeur, peut-être avec plus de cœur, comme peut-être que vous êtes un Core i3 ou vous voulez un Core i5. Voilà. Pour ce Core i5, vous cherchez exactement le Core i5 qui correspond au même socket que le Core i3 qui était déjà là. Voici comment ça marche en fait. Mais lorsqu'on trouve par exemple un autre processeur peut-être supérieur et que le socket correspond à l'ancien, c'est bien, mais on ne peut pas juste changer comme ça. Il y a d'autres paramètres qu'on doit regarder. Bon, je vais parler des autres paramètres devant. On continue. Bon, ici là, vous allez retrouver juste ce que je disais plus tôt à propos des cœurs d'un processeur. Voilà, moi j'ai mis ceci là, vous pouvez lire, voilà, vous allez mieux comprendre en fait. C'est pas compliqué. Voilà. Bon, maintenant ici là c'est juste un petit scénario où je disais en fait, il est possible de remplacer un processeur Core i3 par un Core i7 sur son PC de cinquième génération. Voilà, mais plusieurs facteurs doivent être vérifiés. Voilà, lorsque je parlais des différents facteurs, voilà, je pense que j'ai déjà parlé de la compatibilité avec le socket. Voilà, vous devez d'abord vérifier si le Core i7 que vous voulez mettre en fait, le socket en fait de ce Core i7 correspond déjà au socket du Core i3 qui était là. Maintenant, il y a aussi le BIOS en fait, la mise à jour du BIOS. Vous voyez, votre carte mère peut avoir un BIOS en fait qui ne supporte pas le Core i7. Vous voyez, mais là, il va falloir maintenant faire une mise à jour de votre BIOS. Voilà, lorsqu'on parle du BIOS, il y a plusieurs types. Il y a le BIOS Legacy, il y a le BIOS UEFI et autres. Bon, là, je vais pas trop m'attarder. Maintenant, là, on a l'alimentation et le refroidissement. Voilà. Bon, je vais expliquer ces deux points. L'alimentation, c'est dans le cas où, par exemple, lorsque vous venez peut-être avec un Core i7, là, lui, il a plus de cœur. Vous voyez. Maintenant, il faudra, en fait, que votre alimentation soit capable, en fait, d'alimenter ce processeur. Voilà pourquoi il faut vérifier ces caractéristiques-là. Car si votre alimentation n'est pas capable d'alimenter ce processeur, là, il n'est pas possible de changer juste comme ça. Bon, là, c'est un point très important à noter. Voilà. Maintenant, le deuxième point, c'est le refroidissement. Voilà. Rappelez-vous que Core i7, par exemple, lui, il a plus de cœur. Bon, il va exécuter
plusieurs tâches simultanément en fait, c'est-à-dire plusieurs tâches en même temps. Bon là, il va générer plus de chaleur. Et là, si vous n'avez pas un bon radiateur, voilà, pour absorber cette chaleur, voilà, et renvoyer au ventilateur qui va évaporer cette air, là, vous aurez des soucis et votre processeur risque de cracher, voilà, brûler même quoi. Bon, c'est très important, c'est ce que je voulais expliquer à propos des processeurs. Bon, là, on va continuer. Voilà, on va parler de la pile CMOS. Voilà, il faut comprendre d'abord, il y a ce qu'on appelle le CMOS en fait dans l'ordinateur. Le CMOS en fait, c'est une mémoire en fait qui est utilisée pour stocker quelques informations essentielles du système, comme par exemple l'heure, la date, voilà, et quelques informations du BIOS en fait. Bon, la pile CMOS en fait, lui, il est utilisé pour alimenter en fait cette mémoire-là. Voilà pourquoi vous voyez lorsqu'on éteint l'ordinateur, on rallume, vous voyez l'heure, tout fonctionne normalement, il est à jour. Voilà. Si votre pile CMOS est défectueux là, déjà en termes d'heure et date, vous ne pouvez plus avoir des informations. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois lorsque vous allez éteindre en fait cette mémoire, lui, tous les données sont perdues en fait à l'intérieur. Voilà. Et ça peut causer d'autres problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres paramètres du BIOS aussi qui se trouvent à l'intérieur de la mémoire CMOS. Voilà. Et si cela ne fonctionne pas, vous voyez en fait à chaque fois tout est réinitialisé quoi. Et dans ce cas, votre système risque de ne pas démarrer. Bon là, vérifiez le circuit de charge. Voilà. Bon, on a terminé là. Voici mon PC. Là, on a terminé. On va maintenant passer à l'étape du réassemblage. On va remonter le PC. Bon, avant cela, j'essaye de passer à travers les différents composants de mon PC. Je pense qu'à partir d'ici, vous pouvez déjà donner le nom des différents composants en fait. Voilà. Par exemple là, on a disque dur HDD, voilà, format 2,5 pouces. Voilà. Là, vous vous rappelez très bien, on a la carte Wi-Fi. Voilà, ça c'est la carte mini PCI. Voilà. Ici là on a les RAM. Voilà, si vous vous rappelez très bien, ici on a les DDR3. Voilà, DDR3. Mon PC c'est un PC 3e génération et j'ai précisé tout cela. Là, mon processeur, vous vous rappelez très bien. Voilà. La pâte que vous voyez en fait sur l'opposition, on appelle cela la pâte thermique. Voilà, la pâte thermique, c'est lui qui est utilisé comme conducteur. Voilà, oui, pour transporter la chaleur du processeur en fait au radiateur. Quoi. Voilà. Parce que s'il n'y a pas cette pâte, en fait, le radiateur ne sera pas capable en fait de dissiper en fait la chaleur produite par le processeur. Bon, là, on a terminé. Comme j'ai dit, ça c'est l'étape du réassemblage. Voilà. Je pense qu'ici je vais juste accélérer la vidéo car il n'y a pas grand chose. Voilà. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire très important, liker la vidéo et surtout partager cette vidéo à ceux en fait à qui vous pensez que cela peut vraiment aider. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Bon là au niveau du processeur, essayez de vérifier. Vous allez voir là ces flèches en or. Voilà. Lorsque vous allez vouloir remettre le processeur, il faudrait vérifier cela au niveau du socket. Vous voyez les flèches. Regardez très bien les directions des flèches. Voilà. Cela c'est un guide en fait pour vous montrer comment placer votre processeur. Très important.
Bon, là, je connecte le clavier. Voilà. Très important, il ne faut pas fermer le clavier sans connecter à la carte mère.